Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à tous, nous voici sur le podcast Parlons de votre mental et je suis heureux de pouvoir accueillir Lucie Berthaud qu'on connaît dernièrement par son passage par Koh-Lanta, mais pas que, c'est aussi une combattante professionnelle de MMA, elle est journaliste, elle a écrit un livre sur la discipline, c'est une grande influenceuse dans le sport et dans les styles de vie, une grande présence sur les médias actuellement et je suis vraiment heureux de pouvoir accéder à un petit moment avec elle car elle a un emploi du temps très chargé en préparation d'un événement à venir. Bonsoir Lucie. Comment ça va? Ça va bien. Lucie, comment ça va? Et ça va, j'ai un planning assez chargé en ce moment parce que je repars au combat. J'ai un objectif qui m'attend le 30 octobre au Zénith de Paris avec Hexagone MMA, donc une nouvelle organisation. Et forcément, quand on a l'entraînement à gérer, on a l'aspect médiatique, le journalisme, mais aussi le coaching et d'autres projets. Bon, bah voilà, ça fait des plannings assez chargés. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc un retour dans la cage avec Hexagone MMA. Quoi Hexagone MMA? Alors en fait, à la base, moi je suis combattante pour le Bellator, qui est la deuxième organisation la plus importante au monde. Il se trouve que la pandémie a mis un petit coup de pied à mon parcours cette année. Alors déjà, il y a eu Koh-Lanta qui m'a mis en pause. Et ensuite, avec les restrictions sanitaires, on a eu beaucoup de mal à pouvoir combattre en Europe. Il se trouve que j'ai eu une opportunité avec Hexagone MMA, là où Bellator ne me proposait pas grand-chose pour me faire les dents quelque part. Bien, Hexagone MMA m'a proposé 2 combats avant la fin de l'année, donc c'était une belle opportunité pour moi pour combattre sur le territoire français devant mon public, 2 remettre le pied à l'étrier, 3 repartir tambour battant d'un point de vue sportif et financier parce que les deux sont liés. Oui, puis après, voilà, tu remets le pied à l'étrier, mais après avec un sacré palmarès. Oui, mais on s'arrête jamais, tu sais, c'est ça le problème, c'est que tu as l'impression d'escalader une montagne et une fois que tu es en haut de la montagne, tu dis ah ben non, mais en fait, il reste ce col là. Et il doit tout le temps escalader. Oui, et puis finalement, quand on gravit une montagne, on la redescend, mais on a vite envie d'en gravir une autre. Non, je l'ai pas encore redescendu. C'est juste que j'ai pas atteint la destination. Voilà, j'attends encore de voir le sommet. Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais on verra. Alors la tradition du podcast veut que pour commencer le podcast, je vais faire un petit portrait chinois rapide avec toi, si t'es d'accord. Ok. Si tu étais une couleur, tu choisirais laquelle et pourquoi? Rouge, parce que c'est une couleur assez flashy, une couleur que l'on ne peut pas ignorer, une couleur qui, il paraît-il, est dominante, et c'est vrai que c'est un peu ma carapace dans ce monde, donc voilà, je choisirais le rouge. Mais ma vraie couleur interne, c'est le bleu, et je choisirais le rouge. Si tu devais choisir un livre, lequel choisirais-tu? Un qui m'a bercé pendant ma jeunesse, L'Alchimiste. Et pourquoi, du coup, L'Alchimiste? Parce que c'était ma première rencontre avec le développement personnel, donc c'était voilà l'histoire, le conte d'un aventurier quelque part qui se laissait guider un petit peu par la vie, ses signes, son instinct, et j'ai l'impression d'être un peu comme ça dans ma vie aussi. Si tu devais choisir un objet et un seul, tu devais emporter avec toi, lequel choisirais-tu? Un objet. Alors franchement, je suis pas du tout attachée à l'objet. Je ne suis pas mon téléphone. Éviter les galères. C'est un objet.
Si tu devais choisir une innovation, laquelle serais-tu? La réalité virtuelle. Eh oui, c'est vrai que ça, on n'en parle pas trop, mais c'est chouette la réalité virtuelle. Ben, ça fait réfléchir. Donc, si on est capable de créer des algorithmes avec une vie irréelle, on peut se demander quelles sont toutes les strates de cette réalité. Si tu devais choisir un moment de ta journée que tu préfères, ce serait quel moment? Le soir, entre, entre 20h et 23h. Ouais, ce moment-là? Parce que c'est le seul moment où je me relâche dans ma journée, où je me sens après en paix, où je peux faire le point, faire des introspections. C'est des moments où tu peux avoir des moments de vulnérabilité, des moments d'intimité. Bref, ce sont des moments qui peuvent être doux. Tu étais un art. Quel art serais-tu? La musique. Pourquoi tu choisirais la musique? Parce que j'aime le son, j'aime la vibration, j'aime l'effet que l'on ressent à son contact. Si tu étais une qualité, laquelle serais-tu? Courageuse. Ah, c'est une belle qualité, courageuse. Et puis en plus, tu le montres tous les jours. Si tu étais une saison, Printemps. et pourquoi le printemps? Parce que c'est là que la nature fleurit. Ce sont des températures douces, ni trop chaudes ni trop froides. Le soleil revient, on renoue avec des sentiments positifs. Une petite dernière, avant d'entamer et de parler de la thématique du mental. Si tu étais un mot, tu choisirais quel mot? Et pourquoi? Passion, parce que je pense que ça me définit. Eh oui, et puis tout, souvent tout marche avec la passion, hein. Tout va de pair. Est-ce que tu es d'accord pour nous parler de ton mental? Ouais, vas-y. Si tu devais déjà faire une petite introspection sur ton parcours à ce jour, de quoi es-tu le plus fier? Ce dont je suis le plus fier, c'est tout simplement ma capacité à rebondir à chaque fois que je me retrouve dans des situations extrêmement complexes, extrêmement compliquées, qui paraissent sans issue. Et au final, je m'en sors toujours. J'arrive toujours à trouver un chemin. Est-ce que du coup la phrase rendre possible l'impossible te fait écho? Je crois qu'on peut tout créer. Si je te demandais de définir le mot mental, comment le définirais-tu? Chacun sa définition. Il y en a qui, comment dire, pour moi, il y a deux volets, la partie inconsciente et la partie consciente. Je crois que dans le vocabulaire commun, on définit ça plutôt comme une partie consciente qu'on entraîne. Or, moi, je pense que ça se joue essentiellement dans l'inconscient. Et c'est là toute la complexité du sujet. On dit souvent cet athlète il a un bon mental. Quand toi, pour toi avoir un bon mental, c'est quoi? Qu'est-ce que tu y mets derrière? Alors, dans le jargon commun, dire de quelqu'un qu'il a un bon mental, ça veut dire quelqu'un qui est solide, qui a la maîtrise de ses émotions, qui, qui a une autodiscipline, qui sait ce qu'il veut. Voilà, c'est un peu comme ça que je définirais quelqu'un qui a un bon mental. Est-ce que toi, tu te prépares mentalement pour toutes les épreuves que tu réalises? En tout cas, tous les défis que tu te programmes? Pas tout le temps, mais quand j'en ai besoin, je sais où trouver de l'aide. Est-ce que selon toi, c'est primordial d'être enthousiaste pour avoir un bon mental? Encore une fois, la définition de bon mental, elle est propre à moi-même. Je pense que pour réussir dans quelque chose, il faut aimer ce qu'on fait, ça c'est une certitude. Donc l'enthousiasme est une partie intégrante du succès. Oui. Au moins être un minimum excité par l'idée de réussir. Tu fais plein de choses, enfin, voilà, en tout cas, t'avances les combats, Koh-Lanta, des livres, enfin, plein de choses à ton actif. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un qui a confiance en toi? Non, 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 je ne suis pas quelqu'un qui a confiance en elle. Pas du tout.
malgré tout ce que tu fais, comment tu fais pour nourrir ta confiance au quotidien? Je ne la nourris pas, je n'ai pas confiance en moi, mais en revanche, j'ai d'autres leviers qui me permettent d'aller transcender mes peurs, d'avoir cet instinct de conquérante. Je crois que j'aime bien être une outsider et je crois que c'est comme ça que je suis la meilleure. Moi, j'aime pas être la championne que tout le monde met sur un piédestal, non. Ce que j'aime, c'est quand personne ne croit en moi, justement, aller leur prouver que je peux le faire quand même. Donc, non, j'ai tout le temps peur et de toute façon, à chaque fois que j'ai été en excès de confiance, ça m'a pas réussi. Donc, je n'ai même pas envie d'aller chercher cette confiance, en vrai. J'ai envie, au contraire, d'aller chercher la difficulté parce que c'est dans la difficulté que je trouve la ressource. Donc, plus c'est dur, plus je kiffe, en fait, parce que je me dis que parce que c'est dur que je vais y arriver. Alors tu disais que ce qui te stimule, c'est quand on ne croit pas en toi, mais comment tu fais du coup pour croire en Non, je toi dis quand pas que ça personne me n'y croit? stimule. Non, je dis pas que ça me stimule, je dis juste que être outsider, c'est plus challengeant que d'être championne, en fait. Avoir des choses à aller chasser, des choses à aller chercher, des choses à prouver, ben, ça te donne plus envie de te mettre en action que d'être déjà sur un petit trône confortablement installé. Donc, et à la limite, quand les gens me donnent perdante, eh ben, ça va aller éveiller mon orgueil. Et donc, voilà, il y a plusieurs leviers comme ça que je peux utiliser pour aller réussir. Est-ce que selon toi, il faut se donner le droit à l'échec? Pas trop quand même, hein. Surtout pas dans ce que je fais. Dans les sports de combat, l'échec peut faire très très mal. Du coup, par rapport à ton expérience de koh finalement, tu arrives finaliste. Comment tu vois cette expérience? Tu aurais préféré gagner? Ah, bien sûr, j'aurais préféré gagner, mais qui n'aurait pas aimé gagner? Le problème, c'est que j'ai été outsider et tous les jours, en fait. Donc, moi, à aucun moment, quand je suis arrivée dans l'aventure, je me suis visualisée sur les poteaux. À aucun moment. En fait, tu pars dans l'aventure en imaginant les poteaux, mais au moment où tu arrives et que tu découvres le contexte, tu dis, ouh, ça va être très, très dur. Et donc là, j'ai vécu au jour le jour. J'étais dans l'adaptation constante. Là où peut-être d'autres ont péché à ce niveau-là, justement. Peut-être que d'autres étaient trop en confiance. Moi, je l'étais pas. Et c'est ça qui m'a amené au poteau, justement. C'est parce que chaque jour, j'étais dans l'adaptation, j'étais en éveil, j'étais en alerte. Je devais capter tout ce qui se passait autour de moi et je devais jouer avec ça pour pouvoir m'en sortir. Donc au final, c'est simplement le fait d'être quelque part dans le flow, dans le présent, c'est ça qui fait que je m'en suis sortie, tout simplement. Et après, bah oui, j'aurais préféré être la finaliste gagnante, mais j'étais pas dans le calcul, j'étais pas dans la stratégie, j'étais dans l'instinct, j'étais dans quelque chose de très spontané et je me laissais guider par mes valeurs, ce que je suis. Voilà, à aucun moment j'ai été dans la stratégie comment gagner 100 000 euros parce que je me voyais même pas sur les poteaux de base, donc je risquais pas de faire une stratégie dans ce sens-là. J'aurais jamais pu avoir les 100 000 euros de par l'état d'esprit que j'avais sur place. Quelles sont les qualités de combattante que tu as réussi à transférer dans cette épreuve de koh? Bah, en fait, vous savez, quand on est combattante, on est habitué à être seul. C'est un sport très solitaire. On est seul, on est habitué à manger son pain noir, à être dans la galère, à être dans le dur. Ça, c'est des choses auxquelles moi, je suis très accoutumée depuis que je suis adolescente. Donc, galérer sur une île déserte dans un milieu hostile, que ce soit socialement ou même physiquement, euh, c'était presque quelque chose auquel j'étais entraînée. C'est-à-dire que là où d'autres le vivaient extrêmement mal, bon, bah moi je le vivais mal, oui, mais pas plus que d'habitude en fait. Je savais que j'allais tenir. Tant qu'on ne m'éliminait pas, je savais que je tiendrais. Et peu importe si j'avais tout contre moi, parce que ce n'était qu'une illustration de plus de ce que j'avais pu vivre dans ma vie. Le nombre de fois où j'ai tout eu contre moi est incalculable dans ma vie. Donc finalement, dans un contexte inconfortable, j'étais assez confortable. Ouais, je comprends. Donc, du coup, tu t'es servi de toutes tes expériences vécues à travers, bah, voilà. J'avais foi en la vie, j'avais foi en moi, parce que c'est pas la première fois que je m'en sortais en ayant tout contre moi. En tout cas, ça t'a amené relativement loin. Ouais. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver dans ton quotidien? Le matin, j'écoute des vidéos de motivation un peu à l'américaine dans ma voiture. Vous savez, les vidéos avec des speeches un peu épiques, voilà, qui visent à vous transcender face à l'adversité, etc. Donc j'aime bien m'écouter des vidéos sur YouTube comme ça.
Ouais, c'est super. Il y a beaucoup d'athlètes que j'interviewe régulièrement qui me disent la même chose, que depuis toujours ils écoutent des speeches de motivation et souvent ils viennent de grands entraîneurs ou d'athlètes américains. T'en écoutes des particuliers de speech? Non, c'est en fonction de l'humeur. Voilà, en fait, j'ai un algorithme qui me les présente automatiquement, donc on voit toujours des nouvelles et je clique dessus, j'écoute. Est-ce que tu as déjà connu de la pression ou du stress? Et si oui, comment tu fais pour le gérer? La pression du stress, j'en connais à chaque combat. Chaque combat, même enfin, au quotidien, dès qu'il y a une grande échéance, une représentation quelconque, bien sûr que j'ai du stress. Comment je le gère? J'essaye de canaliser mes émotions, de me rassurer, de me dire, OK, Lucie, tu as la vie que tu as choisie, il faut assumer, sois forte, sois courageuse, tu y vas. Tu y vas, et puis alors, ça, parfois ça marche, mais il y a aussi parfois l'orgueil. Quand j'ai une adversaire qui semble un petit peu sûre d'elle, un peu prétentieuse, ce sont des choses qui vont aller stimuler mon orgueil, et là, je vais switcher complètement. Donc ça dépend, chaque combat est différent, mais globalement, je dirais que ce sont les deux schémas que j'emprunte. Tu as des techniques particulières pour te préparer à gérer cette pression ou ça vient comme ça vient au jour le Non, je jour? parle à moi-même, ça suffit. Je suis ma propre coach, entre guillemets. Il Voilà. m'arrive, des moments, j'ai des hauts, des bas, j'ai surtout des bas des fois. Il m'arrive d'aller voir des personnes spécialisées, mais ça reste quand même assez rare. C'est vraiment quand je suis dans un gros down, mais globalement, j'arrive toujours à me ressaisir. J'ai pas de grand down. Quand tu combats, bah, ça nécessite de la concentration, hein, parce que du coup, dans les sports de combat, une erreur peut vite faire la différence. Des techniques pour rester bien focus dans tes combats. T'as pas le choix quoi d'être focus, hein, ça se fait naturellement. Si tu l'es pas, tu te prends un coup, donc à un moment donné, t'as pas envie de prendre des coups. Donc si t'es pas focus, c'est un des rares sports où t'es obligé d'être dans le présent et de ne penser à rien d'autre. Enfin, c'est pas quelque chose auquel tu te prépares, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Et c'est quelque chose que du coup tu as travaillé avec le temps. Non, ça s'est toujours fait comme ça. Tu vas au combat, t'as un gars en face de toi ou une fille en face de toi qui va te casser la figure. Donc si t'es pas concentré, tu te fais casser la figure. Donc ça se fait naturellement. Tu peux pas faire autrement. La concentration, elle s'impose. C'est une question presque de vie ou de mort, quoi. Donc quand t'as ce sens de la gravité du combat, la concentration, même si t'en as pas à la base, tu la trouves. On dit souvent que pour avoir une force mentale, il faut rien lâcher. T'en penses quoi? Le fait de rien lâcher, c'est une force mentale, en fait. Mais parfois lâcher certaines choses pour pouvoir gagner sur d'autres. Ça, c'est une question d'adaptation. Je vois pas le lien dans mon esprit se fait pas naturellement là, en fait. Bah, en fait, pour toi, en fait, il faut rien lâcher pour avoir une bonne force mentale. C'est un exercice. C'est un exercice. Faut s'entraîner à être dans le dur. Faut s'entraîner à ne rien lâcher. Oui, on peut dire ça comme ça effectivement. Par exemple, moi je sais que mes failles, ça se situe au sol. Bon je m'entraîne à ne jamais rien lâcher quand je vais au sol en MMA. Ou dans ta préparation, tu travailles aussi bien tes points forts que, en tout cas, ce que tu dis, ce que tu appelles tes failles, ou Je travaille les deux. tu travailles les deux? Il y a quand même une dominante sur les aspects qui me manquent. En gros, il y a les points forts, les points faibles et les points moyens peuvent être une force si tu les entraînes. Donc les points moyens, je les ai extrêmement travaillés. J'ai laissé les points forts de côté pendant un moment. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler les points faibles. Mais là, j'ai tellement développé le point moyen que du coup, j'ai un gros point fort et un petit point faible là que je dois encore améliorer. Je sais pas si je suis clair. Oui, c'est très clair, c'est très clair. Comment tu te sens pour ce prochain combat là? Work in progress. Je suis en phase de calibrage. Je sais que c'est un combat que je peux avoir, mais il faut que je sois au point. C'est-à-dire que moi, je me laisse pas. Il n'y a pas de plan B en fait. Enfin, bien sûr qu'on doit être capable de s'adapter, mais je me fixe un objectif, une ligne, un plan, et ce sera ce plan et rien d'autre. Il y a plein de petits rodages à faire, des choses à améliorer pour que ce soit très très clair dans mon esprit. Plus c'est clair, mieux c'est. Et à partir du moment où je sais qu'il n'y a aucun point où je
peut être surprise, là, ça y est, j'estime que je suis au point. Pour l'instant, j'en suis pas encore là, mais j'en suis pas loin. Pour moi, tout réside dans le plan, en fait. Par exemple, on parlait de confiance en soi tout à l'heure. La confiance, j'en ai pas, mais je fais en sorte d'avoir un plan tellement solide que du coup, j'ai confiance en mon plan. Pas forcément en moi, mais en mon plan. Donc tu penses qu'il faut avoir un plan pour réussir ? Ah ouais, pour le combat, ouais. Un plan, et puis après, il faut avoir plusieurs outils dans le plan pour pouvoir répondre à chaque action. Mais globalement, au niveau auquel je suis, si je ne fais pas l'imbécile, normalement, je devrais avoir une réponse à apporter à chaque action. C'est ça mon but. Si j'ai une réponse à apporter à chaque action, comment on peut me battre ? Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. On arrive sur la fin du podcast et j'ai envie de te demander si tu devais donner des conseils dans cette nouvelle discipline qui finalement est là depuis peu pour des jeunes qui voudraient faire comme toi, tu leur dirais quoi exactement ? Des conseils. Alors, le premier conseil, c'est déjà de trouver un club dans lequel on se sent bien, avec une énergie qui nous correspond. Tout le monde n'a pas le même profil. Donc, c'est important d'aller tester, inhaler un petit peu les salles dans lesquelles on s'entraîne. Deuxièmement, c'est important de bien choisir ses partenaires d'entraînement et de ne pas accepter de tourner avec des gens qui sont parfois beaucoup plus lourds ou qui sont beaucoup plus... Enfin, ouais, faut savoir choisir ses partenaires en fonction de ce dont on a besoin. Parfois, on n'ose pas dire non. Eh bien, il faut oser parce que voilà, on se met en danger soi-même. C'est des sports quand même qui peuvent être dangereux. Après, si quelqu'un se met au MMA, je le conseille fortement de faire de la lutte en premier. S'il y a un axe de travail, c'est la lutte, parce que la lutte, c'est la zone intermédiaire dans le combat. C'est grâce à la lutte qu'on décide si on a envie de rester debout ou si on a envie d'aller au sol. Donc la lutte, c'est un enjeu stratégique en MMA. Bon, pour clôturer ce podcast, si tu devais nous donner une citation qui va conclure ce podcast, ça serait laquelle ? Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque. René Char. C'est une belle citation qu'on va retenir. Merci beaucoup pour ce précieux temps que tu nous as laissé. Puis écoute, on va suivre ton combat, on t'encourage et on essaiera d'être présent pour venir te soutenir. Merci, c'est très gentil. Où est-ce qu'on peut trouver le podcast du coup ? Trouver le podcast, en fait, sur tous les sites de diffusion de podcasts, que ce soit Spotify, Deezer, on le retrouve de partout. D'accord, ok. Bon. Je te ferai parvenir un lien. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, très belle soirée et encore merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. C'était Lucie Berthaud, combattante professionnelle MMA et récente finaliste de Koh-Lanta pour cet épisode hors série de Parlons de votre mental. J'espère que notre invité du jour vous aura inspiré et je vous donne rendez-vous le 30 octobre au Zénith de Paris avec Hexagone MMA pour aller soutenir et encourager Lucie qui fait son retour dans la cage. À très bientôt pour un nouvel épisode hors série